La démocratie politique ne fonctionne pas. Pas du tout. C'est l'écume qui remonte à la surface. Une écume rusée, méchante, avare, absolument égoïste. Les monarques pensaient au moins que le pays leur appartenait. Ils le traitaient comme leur propriété. Et ceux-là, les politiciens, je veux dire, viennent juste pour voler autant que possible, puis essaient de faire en sorte de ne pas se faire attraper et de ne pas finir pendu par une côte à un crochet. Un politicien poursuit 3 objectifs distincts. Le premier, c'est de grimper au sommet par tous les moyens. J'insiste, par tous les moyens. Le deuxième, c'est de remplir ses poches par tous les moyens. Et le troisième, enfin, c'est de dissimuler toutes les traces par tous les moyens. Et où est le souci du peuple là-dedans ? Je pense qu'on ne la voit pas. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à en parler, comme on dit ? Oui, en fait, c'est parce que j'ai publié ce message que je viens de vous lire. Sur Telegram, sur la nouvelle chaîne qui, s'appelle Léon Weinstein US, avec le même nom que cette chaîne-ci, oui. J'ai posté, on a posté, et puis j'ai réfléchi. Nous avons ici sous les yeux un exemple concret. C'est comme si, exprès, on voulait confirmer que j'ai raison. Regardez. Depuis le tout début, ce que l'on appelle en Russie une opération militaire spéciale, et que nous, bêtement, appelons simplement une guerre. N'est-ce pas ? En février 1922, Moscou considérait le territoire de la Biélorussie non seulement comme une base arrière, mais aussi comme un potentiel second front. La logique du Kremlin était claire, n'est-ce pas ? L'ouverture d'une offensive depuis le nord, depuis les régions de Gomel et de Brest, aurait obligé l'Ukraine à étendre sa défense sur des centaines de kilomètres supplémentaires, à détourner des réserves du Donbass et du Sud, et potentiellement à faire peser une menace sur Kiev, avec des axes qui, jusqu'à, 1922, étaient considérés comme secondaires. Au cours des premières semaines de la guerre, cela s'est partiellement produit. Le territoire biélorusse a été utilisé comme base de départ pour des frappes contre Kiev à travers la zone de Tchernobyl. Mais Loukachenko n'est pas allé plus loin et n'a pas laissé entrer la Russie pendant 4 ans, malgré une pression croissante constante. Pourquoi Loukachenko n'a-t-il jamais engagé son armée dans la guerre ? La réponse reste incertaine et toutes les explications ne sont que des hypothèses. Loukachenko aime aussi se faire appeler Batko. Il aime cette image. Certes, il n'est ni Batko ni Matko, mais il a ses raisons de ne pas participer à ce carnage. Ce n'est pas parce qu'il est le père du peuple. Les raisons principales et évidentes sont ses relations avec l'Occident. Loukachenko, malgré toute sa dépendance envers Moscou, a toujours mené un double jeu, jonglant entre ses protecteurs russes et une ouverture minimale au dialogue avec l'Europe et les États-Unis. Une participation totale à la guerre du côté de la Russie signifierait pour lui une toxicité définitive et irréversible. La fermeture de tous les canaux, même pour un avenir lointain. Des sanctions totales, le statut de participant à part entière à l'agression et non plus simplement celui de complice. Mais tout le monde comprend quand même qu'il est complice, parce qu'il subit des pressions, n'est-ce pas ? Loukachenko, à en juger par son comportement, comptait sur le fait que la configuration finirait par changer, et il s'est donc gardé, la possibilité de manœuvrer. La deuxième version concerne l'état de sa propre armée. Les forces armées biélorusses n'ont pas participé à de véritables actions de combat depuis de nombreuses années. Leur état de préparation au combat, leur motivation et leur équipement suscitent des interrogations. Même les partisans de Minsk savaient en fait que Loukachenko comprenait qu'engager son armée dans la guerre risquait de révéler sa faiblesse plutôt que de montrer sa force. Dans un véritable combat, cela serait une catastrophe pour son prestige personnel et pour la stabilité interne du régime. La troisième version est d'ordre politique interne. Toute guerre est impopulaire parmi la population biélorusse, dont l'attitude envers l'Ukraine, pays frère, est évidente. Elle diffère de la rhétorique de la propagande russe. Loukachenko, qui se maintient au pouvoir sans, une large légitimité, d'accord ? Après 2020, je vois que la légitimité y est à peu près nulle. Il ne pouvait pas se permettre le risque d'un mécontentement massif, surtout en tenant compte du fait qu'une grande partie de la société biélorusse a des liens familiaux et culturels avec l'Ukraine. En fin de compte, en 4 ans, la Russie et la Biélorussie sont parvenus à un compromis que l'on peut qualifier de participation minimale suffisante, à savoir le déploiement sur le territoire biélorusse de systèmes radars et d'autres systèmes.
des systèmes de guidage qui, selon la partie ukrainienne, sont utilisés pour coordonner les frappes de drones russes contre les régions occidentales et septentrionales de l'Ukraine, et pour ainsi dire, les livraisons de carburant, d'essence et de diesel en Russie augmentent, ayant, selon les données ukrainiennes, été multipliées plusieurs fois au cours des premiers mois de l'année 26. Et cela, manifestement, est en accord avec le fait que, à cause des frappes ukrainiennes sur le secteur énergétique russe, cela s'est réellement produit. Voilà, tout cela est le prix que paie la Biélorussie pour ne pas engager son armée. Une contribution minimale, mais réelle, qui permettait à Loukachenko de rester formellement une partie non belligérante, tandis que Moscou recevait au moins quelque chose d'un allié qui refuse obstinément de se battre réellement. Et voilà qu'il se passe quelque chose qui pourrait faire s'effondrer cette structure fragile qui a tenu pendant 4 ans. Les 19 et 21 juin 2 fois cette année, Vladimir Zelensky vient tout juste de lancer publiquement, via sa chaîne Telegram, un ultimatum à Minsk, démanteler d'ici une semaine les relais dans les régions de Gomel et Brest et cesser les livraisons de carburant à la Russie. Sinon, selon le président ukrainien, c'est nous qui le ferons. C'est-à-dire que Kiev déclare ouvertement être prêt à frapper des cibles sur le territoire biélorusse. Eh bien, quelque chose comme ça, et toi, viens ici et embrasse-moi le talon, parce que sinon je vais faire des choses qui ne te plairont pas du tout. Et quelle sera la réaction de n'importe quel voyou un tant soit peu décent ? Arrêtons-nous et posons la question directement. À quoi un tel coup peut-il objectivement mener ? Je ne parle même pas de mots stupides, d'accord, une frappe, si les drones ukrainiens frappent vraiment les installations radars biélorusses ou des dépôts de carburant et d'autres infrastructures pétrolières. La logistique des raffineries de pétrole qui desserrent la Russie. La réaction de Minsk, inévitable. Il est impossible d'imaginer une situation dans laquelle la Biélorussie, étant sous le patronage économique et militaire de la Russie, refuserait de coopérer avec Moscou en réponse à une frappe sur son territoire. Mais cela contredit la logique même des relations d'alliance des 4 dernières années qui ont été décrites ci-dessus. De la même manière, il est tout aussi impossible d'imaginer que la direction biélorusse prenne peur face aux menaces et expulse les Russes. Loukachenko n'a ni le mécanisme ni la volonté pour une telle démarche. Un scénario bien plus probable serait exactement l'inverse. Une frappe sur le territoire biélorusse donnerait à Moscou exactement ce qu'elle n'a pas pu obtenir en 4 ans de pression militaire, diplomatique et économique sur la Biélorussie. La Russie n'aura plus besoin de convaincre, de marchander ou d'offrir de nouvelles garanties. Elle disposera alors d'un casus belli tout prêt pour Loukachenko, et cela sans même avoir besoin de la propagande russe ou de Kiev. La logique, c'est la suivante. Ils nous ont attaqués, nous nous défendons. Cela fonctionne parfaitement pour n'importe quel régime. Même le peuple comprendra cela, et Minsk obtient ainsi une légitimité aux yeux de sa propre population. Un prétexte pour des mesures de rétorsion qu'il n'avait pas eu toutes ces années. Avant, c'était des querelles étrangères dans lesquelles nous n'intervenions pas, parce que nous essayions de ne pas nous mêler des affaires des autres. Mais maintenant, c'est souvent comme ça. Ce sont les nôtres, ce sont nos pertes sur notre terrain. Si le deuxième effet, plus subtil, crée un précédent, si l'Ukraine frappe un pays qui officiellement n'est pas en guerre mais soutient l'agresseur, son infrastructure et son carburant, Moscou obtient le droit symétrique de déclarer. Cela signifie qu'il est possible de frapper quiconque aide l'adversaire, même sans entrer directement dans le conflit. Et cela ouvre la possibilité de frappe. Sur la logistique, l'infrastructure et le territoire des pays de l'OTAN et de l'Union européenne qui fournissent à l'Ukraine des armes, des renseignements et du carburant, sans être formellement partie au conflit. Le principe selon lequel celui qui aide devient une cible légitime fonctionne dans les deux sens, et Kiev, par son attaque contre la Biélorussie, a en fait consolidé ce principe dans la pratique internationale de ce conflit, et ce, contre ses propres alliés en matière d'approvisionnement. Il est possible que cela soit fait intentionnellement. Atteindre cet objectif pour impliquer d'autres pays via les frappes de représailles russes. Ils veulent aussi, ça paraît insensé. Maintenant, passons directement au scénario de développement jusqu'à présent. Supposons que cela arrive vraiment. Des drones ukrainiens détruisent nos installations radars et infligent de sérieux dégâts à l'infrastructure pétrolière. Eh bien, à la Biélorussie, oui.
Minsk, sous la pression de la nécessité de protéger son territoire souverain et sous la pression de Moscou en tant qu'allié principal, se retrouve obligé de réagir dans un délai d'1 à 2 mois. Cela signifie de façon réaliste un déploiement direct de l'armée biélorusse à la frontière avec le passage à des actions offensives limitées ou, au minimum, des frappes régulières depuis le territoire biélorusse contre des cibles ukrainiennes. Sans déclaration formelle de guerre, mais avec l'ouverture effective d'un second front, cela signifiera pour l'Ukraine la nécessité de défendre la direction nord, les régions de Jytomyr, Rivne, Volhynie et Tchernihiv contre l'armée. Quant à la réelle capacité de combat, dont on sait en réalité très peu de choses, elle possède cependant l'avantage le plus important de toute nouvelle armée dans une guerre prolongée. Ils sont frais, ils ne sont pas épuisés par 4 années de combat. Alors que l'armée russe, selon de nombreuses évaluations indépendantes, rencontre des problèmes de renfort, est épuisée par de longs combats et fait face à des difficultés de mobilisation, l'armée biélorusse est une ressource totalement inexploitée. Même avec une capacité de combat modeste, l'apparition d'un nouvel ennemi non épuisé sur un nouveau front représente un sérieux défi. C'est une énorme pression sur un système de défense ukrainien déjà surchargé. La question logique se pose. Pourquoi la direction ukrainienne ferait-elle cela ? Ils comprennent parfaitement tous ces risques. Et dans le gouvernement de Zelensky, il y a bien sûr des professionnels, pas des idiots. Pourquoi créer délibérément les conditions pour le pire des scénarios possibles ? Ici, on peut formuler plusieurs hypothèses, en restant dans le cadre de la théorie et des faits établis jusqu'à présent. Pour la première version, la direction ukrainienne pense sincèrement que la menace est purement démonstrative et ne mènera pas à une véritable frappe, mais obligera simplement Minsk à démanteler certains sites sous la pression d'un ultimatum public. Cette version suppose une grave sous-estimation de la logique des relations d'alliance entre Moscou et Minsk. La deuxième version est une façon de démontrer de l'activité et de l'initiative aux partenaires occidentaux. Je suis Tarzan, je me frappe la poitrine quand je veux. Cela se passe sur fond de front stagnant, sans tenir compte des pertes militaires réelles. Autrement dit, la priorité s'est donnée à l'effet politique à court terme, et non à l'effet stratégique. C'est un calcul. On agit ainsi seulement si on pense que la guerre va finir bientôt, et je fais comme les Iraniens. Nous pouvons envoyer autant de missiles que nous voulons, alors qu'ils espèrent juste que tout finira dans 2 semaines. Troisième version. C'est la plus inquiétante. Les dirigeants ukrainiens sont vraiment prêts à lancer une attaque en pensant que même une implication partielle de la Biélorussie représente un risque contrôlable et localisé, qui peut être compensé par l'aide militaire occidentale tout en sous-estimant l'effet cumulatif. Ouvrir une frontière de plus de 1000 km pour un pays qui manque déjà cruellement de personnel, qui n'en a même pas assez pour tenir sa propre ligne de front existante. Quelle que soit la version qui s'avère exacte, le résultat final pour le peuple ukrainien, si les événements suivent vraiment le scénario de l'escalade, sera le même. L'apparition d'un nouveau front, de nouvelles frontières exige une défense. De nouvelles victimes parmi les militaires et la population civile qui n'auraient pas été inévitables mais qui deviendront les conséquences d'une décision. Adoptée par la direction de l'Ukraine sans aucune nécessité militaire. Et il n'y a pas de place ici pour une issue optimiste, car il n'y a pas et il ne peut pas y avoir d'optimisme ici. Il y a une hypothèse sur le développement des événements selon le scénario décrit. Donc, si elle se confirme, il ne s'agit pas simplement d'une erreur de planification stratégique. C'est une décision qui crée délibérément un front supplémentaire là où il n'y en avait pas, et je veux que vous entendiez encore une fois, cela crée un front supplémentaire là où il n'y en avait pas. Cela multiplie volontairement le nombre d'axes qu'il faut défendre au prix de la vie des soldats ukrainiens. Pour un effet à court terme douteux. C'est la chose la plus terrible qu'on puisse imaginer. Je ne sais même pas ce que les dirigeants ukrainiens auraient pu inventer de pire pour leur propre peuple. Le pire, c'est d'ouvrir soi-même un second front là où, pendant 4 ans, un statu quo fragile mais fonctionnel était maintenu.
Si cette action a lieu, si cela se transforme vraiment en un second front, alors des milliers d'Ukrainiens se retrouveront sous le feu d'une armée apparue là où elle n'existait pas auparavant. Alors tout cela se produira uniquement à cause d'une décision propre, non forcée de Kiev. On ne pourra appeler cela autrement qu'une complicité directe dans la mort massive de ses propres citoyens, commise par les mains de son propre gouvernement. Il existe aussi un cadre plus large dans lequel tout ce qui précède s'inscrit. On a l'impression que l'élite ukrainienne, y compris Zelensky et son entourage, fait tout son possible pour que la guerre, Dieu nous en préserve, ne se termine pas. Si cette hypothèse est correcte, cela signifie ce qui suit. Ces personnes craignent paniquement le moment où le conflit prendra fin, le moment où le pays aura la possibilité d'évaluer calmement ce qui s'est passé avant et pendant la guerre et commencera à compter l'argent. Ceux venus des États-Unis puis d'Europe. L'ouverture d'un nouveau front avec la Biélorussie dans ce contexte n'est qu'un des outils pour retarder ce moment, au même titre que toute autre action qui prolonge le conflit. Je souligne délibérément que cette version frôle la théorie du complot, et c'est normal. Il est difficile d'imaginer une telle absurdité à la tête de l'État, mais si ce n'est pas de la stupidité, c'est un calcul. Messieurs, ils sont monstrueux dans leurs calculs et par leur ampleur. Cela signifie une chose très simple. Des centaines de milliers d'Ukrainiens continueront de mourir sur le champ de bataille, encore des centaines de milliers mourront sous les bombes russes dans leur propre ville, et encore des centaines de milliers quitteront le pays, n'importe où, juste pour survivre. Tout cela ne se produit pas parce que la guerre ne peut objectivement pas se terminer, mais parce que quelqu'un a précisément besoin qu'elle continue. Sinon, lui, son entourage, ses proches devront répondre de ce qui s'est passé avec l'argent et les décisions prises pendant toutes ces années. En d'autres termes, si cette version est vraie, et elle me semble vraiment proche de la vérité, la population ukrainienne se retrouve en position d'otage, un groupe de personnes qui, en fait, la volent, maintenant le pays dans un état de guerre. Pas pour la victoire ou la défense, mais pour leur propre survie, pour rester au pouvoir, pour conserver ce qu'ils ont volé. Et maintenant, un autre épisode de la même histoire qui, malheureusement, s'inscrit exactement dans la même logique que tout ce qui a été décrit plus haut. Ce même Zelensky a exigé que le format des négociations soit déterminé avec la Russie, déterminé par l'Europe. Bon, d'accord, soit, mais en même temps, ce sera Kiev qui choisira les négociateurs européens concrets. Arrêtons-nous là-dessus plus en détail. Parce que la formulation semble, disons, inoffensive, mais en réalité c'est une exigence à laquelle la Russie ne pourra jamais accéder, quelles que soient les circonstances. Il ne s'agit pas de médiateurs neutres, la Suisse, l'ONU ou quelqu'un d'autre qui n'a pas d'intérêt dans l'issue de la guerre. Non. Il s'agit de cette même Europe qui est le principal soutien de l'armée ukrainienne, qui fournit des armes, de l'argent et des renseignements depuis des années. Mettre une telle partie à la table des négociations, non pas comme observateur, mais comme co-auteur du format et en fait comme arbitre du processus, revient à proposer à la Russie de négocier selon les conditions d'un arbitre qui est en même temps son adversaire. C'est comme inviter la Corée du Nord à être juge et arbitre dans cette situation. C'est exactement la même chose, absolument. Ici, il y a un autre niveau important. Si, pendant les années de guerre, environ 90 milliards de dollars d'aide sont arrivés en Ukraine, eh bien de l'Europe, et maintenant aussi de la Douma. Et des États-Unis, il arrivait encore de l'argent, n'est-ce pas ? Il est très difficile d'imaginer que ces sommes soient en passer sans un certain intérêt personnel des dirigeants des États européens, sans leur participation à la répartition et au contrôle de ces flux. Ce n'est pas une accusation. C'est une question de bon sens. De telles sommes ne passeront pas inaperçues auprès de ceux qui les autorisent. Et si cette hypothèse est correcte, alors ce sont les personnes que Zelensky souhaite voir. Alors les négociateurs et les arbitres de l'Europe pourraient être personnellement intéressés à ce que la guerre et les flux de financement qui y sont liés se poursuivent le plus longtemps possible. Ajoutez cela à l'épisode biélorusse. D'un côté, une frappe ouvrant un nouveau front, là où le statu quo a été maintenu pendant 4 ans. D'un côté, poser des conditions à des négociations que l'autre partie refusera forcément, ce qui permet de dire qu'ils ont dit non, alors qu'on savait qu'ils refuseraient.
Cela ne ressemble pas à deux décisions aléatoires et non liées entre elles. Cela ressemble à deux démarches indépendantes, mais orientées dans la même direction. Les deux éloignent objectivement toute chance réelle de mettre fin au conflit. Et les deux renforcent la version selon laquelle ce n'est pas une erreur, mais, mesdames et messieurs, un calcul. Voici, messieurs, la question. Selon vous, les actes de la direction ukrainienne indiquent-ils qu'ils veulent mettre fin aux actions militaires ou montrent-ils qu'ils veulent les poursuivre aussi longtemps que possible ? Imaginez que la Russie retire aujourd'hui même toutes ses troupes d'Ukraine, paie des réparations à l'Ukraine, présente des excuses, envoie Poutine à la Haye devant le tribunal. Naturellement, cette chance est tout aussi forte. Je dirais même, elle est puissante. Comme si les oligarques russes, à genoux, commencèrent à supplier les oligarques ukrainiens de prendre tous leurs actifs, y compris les navires, les villas, les avions et autres petits gadgets, comme les maîtresses. Alors, mesdames et messieurs, j'attendrai vos réponses. Voici donc les réponses aux réponses. Parce que j'ai, oui, une grande demande. Ne vous attaquez pas aux personnes, mais pour l'instant, à la prochaine.